Bonjour et bienvenue dans La Foule. La Foule, c'est un podcast qui parle de la coopération. C'est un podcast pour vous faire découvrir des personnes ordinaires et extraordinaires. Un podcast pour vous partager le témoignage d'hommes et de femmes qui m'ont touché, soutenu, ému, émerveillé et inspiré. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter Patricia Bantas, une femme extraordinaire avec un cœur grand comme le soleil. Patricia, elle est ingénieure formation, chef de projet formation compétences transverses chez Orange. Elle conçoit et elle déploie des formations pour permettre aux collaborateurs et aux collaboratrices d'Orange de développer leurs compétences transversales. Toutes ces formations valorisent la confiance et la puissance du collectif, essentielles à la collaboration, à la transversalité et à l'adaptation. Mon histoire avec Patricia, c'est un coup de cœur professionnel. Il ne faut pas le dire trop fort, mais Patricia, c'est ma cliente chouchou chez Y'a plus qu'à. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est devenu une amie. Je l'ai rencontrée alors qu'elle participait à l'une de nos formations sur les méthodes d'intelligence collective dans le cadre du RH Agility Tour chez Orange. Quelques semaines plus tard, mon téléphone sonne et elle me dit qu'elle adore la coloration et le sens que l'on donne à nos formations et qu'elle souhaiterait que l'on travaille ensemble sur la montée en compétences des collaborateurs d'Orange. En 2019, nous commencions cette magnifique collaboration. La création de ces parcours de formation aux côtés de Patricia nous a amenés à peindre de nouveaux paysages pédagogiques, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils au service de la coopération. Patricia incarne l'esprit coopératif par sa volonté sincère de co-créer avec ses partenaires, d'avancer ensemble pour construire des formations pleines de vie, de sens et d'humanité. Je vous laisse écouter son partage d'expérience. Bonjour Patricia, Bonjour Laura. je suis très heureuse de t'avoir avec moi ce matin pour parler de la coopération. Comment vas-tu? Eh ben, je vais bien et vraiment ravie de cet exercice qui est une toute première pour moi, en confiance avec toi Laura et vraiment en ouverture par rapport à ce qui va se passer là, ici et maintenant. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu es tombée dans la marmite de la formation? Ah, alors je suis tombée dans la marmite de la formation, je pense très très tôt. J'ai fait des études universitaires qui m'ont plu en fait que le jour où j'ai découvert le sujet des sciences sociales, puisque j'ai fait un master administration économique et sociale avec une option particulière sciences sociales à Rennes, à l'université des Hauts-de-Bretagne. J'ai eu des intervenants passionnants qui m'ont passionnée. Alors, non pas d'un point de vue techno comme aujourd'hui, hein, parce que on était tous dans des grands amphis, comme on peut l'imaginer dans les universités aussi actuellement. Mais en fait, sortant de ces études, je me suis vue dans l'enseignement, pas dans le côté aujourd'hui du métier que je fais, bien sûr, puisque je suis pas. J'ai été attrapée par ce petit quelque chose autour de la transmission. Voilà comment tout a commencé. Est-ce qu'on peut dire que tu es ingénieure pédagogique actuellement chez Orange? Alors oui, c'est vrai que la nomination actuelle est bien Learning Development Manager, mais il n'y a pas très longtemps encore, je me présentais en tant qu'ingénieur formation et un petit peu avant, j'étais ingénieure pédagogique. Donc il y a une évolution chez nous, dans notre entreprise, autour du métier. Et ce qui est intéressant, c'est le métier qui est référencé dans notre référentiel métier Orange. Et ça, c'est important. Après, le nom va pouvoir encore évoluer, je pense. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton quotidien? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom de métier? On pense très souvent au pilotage de projets. Donc, c'est un ensemble d'activités qui sont quand même très fortes et structurantes du métier. Alors, on peut être tour à tour chef de projet de conception de formation. On peut être tout ça aussi contributeur dans les projets et faire partie d'équipes projets. Cela dépend de l'équipe à laquelle on appartient, des sujets qui nous sont portés ou de ce que l'on va pouvoir aussi proposer. Il y a une forte connotation de veille et d'être en alerte et en force de proposition de ce qui pourrait être aussi une opportunité, hein, pour nos salariés.
Dans le métier, il y a également et c'est cela qui a beaucoup évolué ces temps derniers, il y a la composante de facilitation. Alors hier, moi, j'étais formateur, je pouvais animer des sessions de formation. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, pour moi en tout cas. Par contre, je peux être amenée à régulièrement intervenir en tant que facilitatrice, voilà, c'est-à-dire de réunir des personnes pour les mobiliser sur tel élément d'un catalogue de formation et donc d'être un peu un porte-parole. Il y a une composante importante autour du design. Pour moi, en tout cas, c'est une composante qui est très forte et que j'apprécie particulièrement. Comment, à partir d'un contenu, rendre notre apprenant salarié, de le mettre au cœur de l'expérience et de lui faciliter son parcours d'apprentissage. Pour moi, ce sont les évolutions les plus importantes de ces toutes dernières années, l'accent qui est porté au design pédagogique. J'entends, Patricia, que finalement, dans ton quotidien, tu coopères énormément avec des collègues, différentes parties prenantes pour concevoir et après animer des formations. Peux-tu nous dire quand est-ce que tu as entendu parler pour la première fois de coopération au sein des formations? C'est un sujet, en fait, je pense qui a toujours été présent. En tout cas, par rapport, moi, au portefeuille de formation que je porte historiquement sur des sujets qui touchent à la gestion de projet. Le portefeuille de formation sur la gestion de projet s'adresse à tout salarié parce que je suis sur un segment en termes de cible de salariés à former. Ça s'appelle chez nous dimension tout salarié. Donc la cible tout salarié, n'importe qui peut chez Orange être amené à porter un projet. Et donc dans ces formations, il s'agit de donner les fondamentaux. Et qui dit projet, effectivement, dit équipe projet très rapidement. Donc collectif, du plus loin qu'il qu'il m'en revienne, comme dirait la chanson. Moi, ce sont des sujets qui m'ont le plus apporté en termes d'investigation, oui, d'apprentissage. J'ai eu aussi particulièrement travaillé sur ce sujet des collectifs. C'est en étant dans des projets où on parle du leadership des chefs de projet. Quand on travaille sur le mode projet, c'est une approche un petit peu systémique des relations. Et puis aujourd'hui, l'arrivée également dans mon portefeuille d'un certain nombre de formations qui portent sur l'agilité en termes de posture et aussi d'agilité en termes de méthode et d'outils. La notion de collectif est devenue encore plus prégnant. J'ai l'impression d'avoir toujours fait, enfin voilà, d'avoir toujours eu de près ou de loin cette thématique du collectif dans mes activités et dans mes réflexions. Tu dis que c'est de plus en plus prégnant d'investir ses compétences relationnelles. Comment expliques-tu cet essor? On parle de monde VUCA dans l'agilité, donc la volatilité, le côté complexe, le côté incertain des choses. Et je crois que la société dans laquelle on évolue, les entreprises en font partie. Ces dernières années, on fait face à des situations de plus en plus inconnues, effectivement, où il faut faire la différence entre le compliqué, le complexe. Il faut être en ouverture par rapport à ce qui arrive. Et on se rend bien compte que c'est pas parce qu'à un moment donné quelque chose a bien marché que ça va le refaire à nouveau. Et du coup, ça va chercher, en tout cas dans les compétences dans le monde du travail, mais pas que. On est dans une approche très systémique dans la société. Il n'y a pas de raison que ça ne concerne que les entreprises. C'est aussi dans le monde de l'éducation qu'on le voit. Ce qui est au cœur, c'est la capacité, à mon sens, à rester en ouverture, à être curieux, à accepter de tenter des choses. Ces toutes dernières années, c'est le retour à l'importance des compétences humaines qui sont pas forcément, enfin qui n'étaient pas inconnues, mais que l'on positionne différemment, en tout cas dans les différents cursus, que ce soit universitaires, dans les grandes écoles et dans les formations en entreprise. L'accent est de plus en plus mis effectivement sur ce qu'on appelle communément les soft skills. Et au sein d'Orange, concrètement, comment vous développez ces soft skills? Alors, il y a déjà
une évolution en termes, alors dans notre direction qui est direction du développement des compétences groupe, nous avons une direction qui est consacrée aux compétences pour tous. Derrière ces compétences pour tous, donc l'équipe de LDM qui travaille sur tous ces sujets. Alors je vais en citer quelques-unes qui sont en tout cas les plus travaillées chez nous. Écouter et agir, il y a la compétence communiquer avec impact, l'intrapreneuriat, le travailler ensemble. Une fois qu'on a identifié ces compétences clés, elles fassent partie aussi d'un référentiel de métiers de nos salariés. Et c'est le cas. De plus en plus, la description des compétences mentionne des compétences métiers et les compétences dites des compétences clés à détenir par tous les salariés et à développer, bien sûr, par l'ensemble des salariés. Et tu perçois quoi comme impact au sein de l'organisation de développer ces compétences? Je pense que c'est un vrai défi. Il y a maintenant déjà 4 ans, quand le travail sur les compétences, l'identification des compétences clés avait été faite et intégrée dans un certain nombre de référentiels métiers, et il s'agissait de nous mettre en ordre de marche pour répondre en termes de formation à cette introduction massive de compétences clés dans les métiers. Ça a été une aventure assez extraordinaire en tout cas moi je l'ai vécu comme telle dans notre direction. Il y a une équipe task force qui s'est montée, avec un appel à volontaires, un appel à mobilisation de toutes les bonnes volontés et compétences pour travailler sur ces sujets évoqués tout à l'heure. Il y avait 6 compétences qui avaient été identifiées, dont une aussi qui concerne savoir avoir des connaissances sur la data et l'IA, par exemple. C'est organisé autour de ce gros défi qui était de livrer des premières ressources pédagogiques. Et pour ce faire, il a été décidé de travailler en mode agile. Et ça a été une opportunité, je pense, dans notre direction. On entendait parler d'agilité dans le groupe, mais plutôt sur des projets classiquement SI. Et là, je pense qu'on a fait un grand pas en avant dans notre direction. Ça a permis de nous acculturer aux postures aussi nous-mêmes que l'on avait envie derrière de proposer sous forme ensuite d'expériences de formation à nos salariés. Donc, j'étais ravie d'en faire partie. J'étais en binôme sur la compétence clé, travailler ensemble. J'ai énormément appris pendant cette période de 18 mois et qui nous a tous embarqués de ces conceptions dans une aventure humaine très, très forte. Comment comment vous évaluez, comment vous valorisez ces compétences du travail ensemble? C'est une vaste question. Les salariés, en tout cas sur le périmètre France, ont tous une référence de métier dans laquelle il y a donc une description des compétences, des propositions de formation qui sont associées à chaque métier. Pour chaque compétence, le salarié peut trouver dans notre SI, dans notre intranet, un ensemble de propositions de formation. À côté de cela, donc, il y a des moments comme les entretiens individuels, les entretiens de formation, qui permettent à chaque salarié, au manager, d'échanger sur les souhaits de formation pour les 6 mois à venir ou l'année à venir. Et comment tu vois l'évolution de ces sujets au sein des entreprises pour les années à venir? Je pense qu'on est au début. Ce qui est nouveau, c'est peut-être que ce s'inscrit comme étant un élément différenciant pour la transformation de l'entreprise dans le cadre de ces enjeux, de ces ambitions pour demain. Et je vois aussi on en est au début parce que quand on parle des sujets de RSE, de la responsabilité sociale d'entreprise, et quand je vois combien ces sujets sont prégnants et d'actualité et que cela embarque non seulement les entreprises, mais ces sujets sont intrinsèquement liés à la capacité de communiquer sur ces fameux sujets, la capacité à écouter
comment le monde évolue, comment la société évolue, qu'est-ce qui se passe en termes d'impact, que ce soit en entreprise ou dans le reste de la société, en particulier dans le monde de l'éducation. Voilà, je pense qu'on est au début de quelque chose. Et si une équipe aimerait progresser sur ces sujets, développer la coopération, quels seraient tes conseils, Patricia, tes petits tips et astuces, tes bonnes pratiques et aussi tes points de vigilance? La coopération, ça se décrète pas déjà. C'est une première chose pour moi. C'est pas parce qu'on a l'intention forte de coopérer dans un collectif, que ça va se faire. C'est vraiment, c'est déjà pour moi quelque chose d'important. J'aime bien le mot, mais il est souvent galvaudé. Le fait d'incarner cette envie, ce souhait. Pour coopérer, je pense que ce qui est très important, c'est de donner un cadre à cette coopération, c'est de donner du sens, une vision, le pourquoi, pourquoi on est ensemble, quelle est notre raison d'être ensemble, et d'embarquer le collectif déjà sur ce qu'on a envie de faire ensemble, et donc sur l'adhésion à ce cadre. Ça nous semble très, très important, que ce soit le manager ou l'équipe, hein, voilà, ensemble, c'est comment voit-on les choses et vers où veut-on aller. Et puis, il y a les modes de fonctionnement, c'est aussi dans le comment on va s'engager sur cette coopération. Quelles sont les modalités très, très, très pratiques, mais après avoir quand même mis en avant les notions de valeurs, les valeurs pour une équipe donnée sont pas celles pour une autre équipe. Et puis, il y a quelque chose que je découvre de plus en plus, c'est la facilitation. C'est-à-dire que pour mettre tout cela en musique, un registre, je ne sais pas comment on peut l'appeler, des compétences autour de la façon d'animer le collectif. Le manager peut être un facilitateur, un membre de l'équipe peut être facilitateur, d'aller chercher un espace de techniques qui vont permettre de se centrer sur le relationnel en sécurisant au maximum tout ce qui est autour de la production, de délivrables que l'on souhaite. La facilitation va interroger le cadre dans lequel on veut coopérer et la manière de le faire, quelque chose d'extrêmement puissant. On peut aller chercher une aide extérieure, on peut aller chercher un facilitateur dans une autre équipe, dans une autre direction. Il y a énormément de situations aujourd'hui où la facilitation permet de trouver de nouvelles solutions à des situations problèmes qui sont posées, tout simplement en mettant ensemble les personnes au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes techniques. Quelle expérience en lien avec la coopération t'a marqué le plus? Donc, chez Orange, il existe un réseau de facilitateurs du RH Agile Tour. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là, Laura, que j'ai été rencontrée. J'ai particulièrement, à un moment donné, vraiment été interpellée par, je crois que c'est le bocal, je ne sais plus la technique. Le bocal à poisson. Le bocal à poisson, voilà. C'est au moment où nous sommes en situation de le vivre, puisque c'est très expérientiel tout cela. Voilà, j'étais complètement embarquée. C'était une façon de faciliter ou d'animer très très nouvelle pour moi. J'ai trouvé que sur le sujet qui nous était proposé, en tout cas à ce moment-là, cet outil était extrêmement puissant. Et j'ai une autre situation qui est dans un cadre de formation. C'est une formation que nous avons conçue ensemble avec ton équipe, Laura. C'est booster sa posture coopérative. Lorsque nous avons fait le pilote, 3 piliers, donc il y a la connaissance du moi, il y a moi et les autres, et la dernière partie le dernier pilier en termes de contenu, c'est moi et mes projets dans mon quotidien en fait.
nous avons expérimenté une pratique autour du co-développement. Là également, j'ai été extrêmement bluffée par la puissance de cette animation, de cette facilitation et l'impact immédiat que j'ai ressenti en premier lieu, bien sûr, sur la personne les bénéfices que la personne qui avait proposé son cas nous a partagé, ce qu'elle en retirait comme bénéfice, comme pépite, mais également sur l'impact que ça avait sur le collectif qui était autour d'elle et comment en 45 minutes, 1 heure, voilà, on est tous pour un pour tous. Moi, c'est un peu une devise. Et je trouve que de se mettre au service d'eux, que ce soit celui qui amène sa situation problème, parce qu'il fait don, il se dévoile, il agit, mais il le sait parce qu'il est dans un cadre de bienveillance. Et puis le groupe qui également est dans le don de son questionnement, de son intérêt pour le sujet posé. C'est un très très beau moment. Merci Patricia. On arrive à la fin de cet épisode, de cet enregistrement, et j'aimerais beaucoup te demander si tu souhaites nous partager une référence, un livre, un sujet qui t'inspire en ce moment pour nos auditeurs et auditrices. Peut-être un sujet qui m'inspire, la transmission de savoir, le savoir au sens très large. Étant donné voilà mon âge, le nombre d'années déjà travaillées, se poser la question de voilà comment partager ce que l'on a constitué en termes d'expérience, en termes de consolider, en termes de pratique professionnelle. Et à un moment donné, on est des passeurs. Si on veut jouer ce rôle dans la formation, j'entends. Je resitue, pas moi, Patricia Dantas, mais la formation. Dans le champ du développement des compétences, c'est un sujet à interroger, quoi, en termes de. Il n'y a pas que des REX. Enfin voilà, on fait beaucoup de retours d'expérience. Mais travailler sur au quotidien sur le sujet de la transmission des savoirs, c'est pas si. C'est aller chercher les savoirs explicites. Bon, ça, je pense que c'est pas trop le problème, mais aller chercher et questionner les savoirs implicites, c'est d'autres choses. Donc voilà une question et un sujet qui m'intéresse particulièrement en termes de traces, en termes de qu'est-ce que l'on a envie de laisser et qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a de la valeur. Ça interroge le lâcher prise également. Donc beaucoup derrière de fils de pelote à tirer. Aurais-tu, Patricia, un dernier élément à nous transmettre lorsque tu penses à tous ces sujets? Je crois que j'ai dit beaucoup de choses. Je crois que le mot-clé, c'est l'humain. L'humain, encore l'humain. C'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui fait qu'on est là ensemble sur ces sujets. C'est ce qui fait société aussi. Et qu'il faut vraiment, l'humain, c'est aussi la planète. Enfin, pour moi, c'est c'est tout ce qui est vivant en fait. Donc voilà, l'humain, le vivant, c'est la clé. Eh bien, gardons ça à l'esprit pour toute la journée, les semaines à venir, l'humain et le vivant. Merci beaucoup Patricia pour ton témoignage, le partage de tous ces éléments qui nous fait grandir sur la coopération. Merci Laura, c'était un plaisir. Et coupé! Oh Laura, c'est pas ça que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Mais je sais pas, j'avais préparé des trucs, mais... J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode. Pour ma part, j'ai adoré interroger Patricia sur son quotidien, ses passions, ses convictions. Dans cet épisode, elle nous parle d'une méthode qui s'appelle le bocal à poisson. En quelques mots,
c'est une méthode d'intelligence collective qui permet de créer une conversation intime et spontanée avec un grand groupe de personnes autour d'une problématique ou d'un sujet précis. Elle permet à chacun de s'exprimer sur le sujet, même lorsqu'il y a beaucoup de participants. On a créé un guide méthodologique pour découvrir cette méthode et aussi l'animer, alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous souhaite une très très belle journée et vous dis à bientôt sur la foule.